Aujourd'hui, on plonge dans la vision de Mallory, architecte diplômé d'État et coach en rénovation qui accompagne celles et ceux qui veulent rénover en gardant la main sur leur projet. Dans cet épisode, elle partage ce qui la fait vibrer, mais aussi ce qui l'agace profondément dans son secteur. Le sexisme encore très présent sur les chantiers, l'opacité de certaines entreprises générales et toutes ces pratiques qui font perdre confiance aux particuliers, surtout aux femmes. On parle empowerment, posture, autonomie, et on évoque également ce moment où on ose enfin prendre sa place, même face aux pros du bâtiment. Une conversation directe, engagée, qui t'aidera à comprendre pourquoi Mallory a choisi d'accompagner les auto-rénovatrices et pourquoi son travail va bien au-delà du simple conseil. Bonne écoute! Pour commencer, je voulais savoir ce qui t'énerve le plus dans ton métier ou dans ton domaine. On commence par un petit sujet qui fâche. Ce que je regrette le plus, c'est le peu de femmes qu'il y a dans le secteur du bâtiment. Et du coup, je sais pas quel est le lien de cause à effet, mais le sexisme omniprésent, qu'il soit ordinaire ou pleinement assumé, qu'on peut trouver sur, des situations de chantier. Ça, c'est la première chose, mais il y en a plein des choses qui m'énervent dans mon secteur. Il y a des entreprises qui travaillent mal, qui usent complètement de la confiance de particuliers qui ne connaissent pas, qui sont pas connaisseurs, quoi, sur la technique. Alors on dit non sachant, je trouve ça un peu violent comme terme, mais c'est les termes du métier, quoi. Et qui voilà, et puis qui utilisent un petit peu cet ascendant technique qu'ils ont pour, clairement mal travailler et facturer, leur, malfaçon à des prix indécents. Ça m'agace. Et il y a une autre chose qui m'énerve un petit peu et qui est aussi la raison de ce que je fais, notamment en coaching, c'est, toute l'industrie là, des entreprises générales qui prennent des marges qui sont indécentes ou des constructeurs de maisons, c'est pareil, mais c'est moins, là où je me positionne. Des entreprises générales voilà, qui vont en fait sous-traiter tous les travaux, qu'ils font, hein. C'est ça qu'il faut dire et que les gens doivent, bien comprendre, en tout cas les particuliers. C'est que la plupart du temps, quand quelqu'un arrive et vous dit: «Moi je fais tout», en fait, c'est pas lui qui fait tout, lui c'est un commercial et il va sous-traiter, à plein d'autres entreprises. Donc en fait, on a des gens qui se retrouvent, ils ont des artisans chez eux, ils savent même pas qui c'est, et au milieu, il y a un intermédiaire qui marge, enfin voilà, et qui prend énormément d'argent pour, une coordination de chantier qui est souvent mal faite. Voilà, donc ça m'agace. Et c'est ce qui génère aussi beaucoup de craintes, beaucoup de peur chez des particuliers qui veulent auto-rénover ou rénover et qui des fois osent pas se lancer ou repoussent leur projet par peur de rentrer dans un milieu dans lequel, on va se le dire, il y a beaucoup d'argent en jeu aussi, qui est voilà, qui est complexe à appréhender et à comprendre. Et moi, en tout cas, je travaille là-dessus et beaucoup avec des clients ou des personnes avec qui je discute, j'explique tout ça clairement avec les vrais mots. Moi, je travaille beaucoup, alors pour le coup, je travaille beaucoup avec des entreprises générales, mais des entreprises générales qui font les travaux eux-mêmes, tu vois? Et je me suis déjà retrouvée dans le cas où en fait, j'ai rencontré une entreprise générale et en fait, je me rends compte que, bah, ils sont juste là pour chapeauter le truc parce que, ensuite ils t'envoient, un tel et un tel sur tel lot et en fait, tu te retrouves avec des gens à qui tu as même pas parlé et qui vont travailler sur ton chantier, qui connaissent pas ton niveau d'exigence et qui vont faire, entre guillemets, un peu ce qu'ils veulent parfois quand ils ils ont pas, compris le fait que toi-même tu es exigeante sur ton projet. Ah ouais, c'est tout un truc ce milieu des entreprises générales et quand on est un particulier, on va rénover, enfin, sans forcément faire appel à un architecte, tu vois? En tout cas pour le suivi de chantier. Mais en fait, ils ont pas forcément conscience de tout ça, donc ils disent oui, parce que c'est des très bons commerciaux du coup, et ils se rendent compte qu'en fait, et bah, ils connaissent personne sur leur chantier. C'est un vrai problème je trouve, Ouais, ouais, mais je suis complètement d'accord avec ça. Et moi, c'est pour ça que j'aime, tu vois, je te disais, mon papa, il est tout corps d'État. Mais du coup, c'est une personne ou une entreprise qui fait plusieurs voilà. travaux. Et ça, c'est OK, en fait. Et au contraire, au niveau de la coordination, c'est quand même vachement plus simple quand tu as la même personne qui fait le placo et l'électricité, par exemple. Parce que sinon, coordonner un plaquiste et un électricien, c'est quand même compliqué. En tout cas, il faut qu'ils discutent bien entre eux. Mais voilà, ça peut apporter plein d'avantages. Mais c'est différent, le tout corps d'État, de l'entreprise générale qui, elle, est uniquement là pour chapeauter le truc, qui te vend. Moi, j'en ai vu passer plein des devis comme ça. Il y en a qui masquent complètement leur cachet à eux, en fait. Donc, c'est vraiment du pourcentage de marge. Enfin, voilà, ils chiffrent les travaux et après, ils se débrouillent avec leurs sous-traitants pour leur donner moins que ce qu'ils ont vendu. Et puis, parfois, il y en a qui mettent carrément une ligne maîtrise d'œuvre. Il y en a qui mettent une ligne conception. Alors, moi, j'aimerais voir leur assurance décennale de conception, déjà.
et heu et qui chiffrent ça à des prix, enfin, des fois, ils sont aussi chers que moi, alors qu'ils font pas vraiment de la conception. Enfin, pour eux, la conception, c'est, tu viens au bureau et tu choisis parmi, 4 échantillons de carrelage, ce que tu mettras dans ta douche, quoi. C'est pas une vraie conception. Enfin, voilà, bref, il y en a qui sont un tout petit peu plus transparents que d'autres, mais quand même, il y a des sommes d'argent énormes et qui, la plupart du temps, sont complètement cachées et dont les gens n'ont pas conscience, quoi. Donc après, quand j'entends dire: «Oui, un archi, ça coûte cher», eh ben non, voilà. Comparé à certains, voilà. Et puis c'est vrai que du coup, vu qu'il y a ces lignes-là, conception, maîtrise d'œuvre, et cetera, et ben, en fait, au niveau des particuliers, bah, ils se comprennent pas pourquoi ils payent, un archi plus, l'entreprise générale au final, tu vois? C'est complètement déconnecté de la réalité. Mmh. Ouais, bah, ça, c'est préjudiciable, je trouve, pour les particuliers parce qu'il y a une sorte d'opacité vraiment dans ce système-là et moi, je prône la transparence à tous les niveaux, mais en tant qu'archi, c'est un calvaire aussi à coordonner. Quand tu as une entreprise générale qui arrive, qui met ses sous-traitants et qu'on sait pas qui c'est et cetera, c'est complexe. Ils doivent les déclarer, mais la plupart, ils le font pas, en termes de gestion de planning, il y a tout le temps des retards, et les gars, en fait, on n'arrive pas à les contacter et du coup, nous, on fait le tampon entre le client particulier qui est pas content parce que tout prend du retard et on est là, beh, on maîtrise pas en fait. Donc non, c'est vraiment pas, voilà. Je l'ai fait au début aussi quelques fois, malgré moi, je me suis retrouvée avec, des entreprises générales comme ça, j'ai très vite arrêté. Je le comprends tout à fait. Et du coup, alors, toi, tu accompagnes les autorénovateurs et pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de les aider à faire le travail, c'est-à-dire de les rendre autonomes, plutôt que de faire le travail à leur place? Ouais, ça revient un petit peu à ce que je disais, au tout début, tu vois? C'est qu'il y a vraiment différents types de profils. Il y en a qui sont demandeurs qu'on fasse à leur place, qui veulent se décharger au maximum du poids de prendre les décisions, de gérer, le chantier et cetera et je le comprends tout à fait et ces personnes-là, c'est un archi qu'il leur faut ou un maître d'œuvre, voilà. Mais il y a d'autres personnes qui, enfin, c'est un projet de vie, en fait, de rénover une maison ou un appartement et peu importe, même si on en fait plusieurs, c'est toujours un projet qui est, très prenant et qui, pendant une période de notre vie, va être central. On va manger, réno, on va dormir chantier et on va y penser tout le temps et les week-ends vont tourner autour de ça aussi, même si on travaille à temps plein en CDI à côté. Donc ce moment-là, il est, il est précieux, je trouve, en fait, pour qu'il soit pas mal vécu. Donc juste pour accompagner, pour apporter le cadre et la sécurité pour, rassurer les personnes. Je trouve que c'est important. Les autorénovateurs, pourquoi, cette clientèle-là? Les autorénovateurs, c'est des personnes qui sont débrouillardes, qui sont autonomes et qui sont exigeantes. Un peu enfin qui en quelque sorte, c'est des valeurs ou en tout cas des voilà, des traits de caractère que je retrouve chez moi et qui font que j'ai envie, moi, de travailler avec, ces personnes-là. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que des personnes, enfin les personnes qui ont vraiment envie d'auto-rénover et de faire les choses elles-mêmes, elles le feront de toute façon. Quand on voit le prix de la mission d'un archi, ils vont pas prendre un archi juste pour, gagner un tout petit peu en confort, en fait. Ces personnes-là qui veulent un petit peu garder le contrôle et faire elles-mêmes, elles le feront. Donc moi, ce que je propose, c'est juste, l'accompagnement, juste calibré pour leur montrer la voie, leur montrer ce qui fonctionne, leur donner un cadre et une méthode pour qu'ils puissent faire eux-mêmes, parce que de toute façon, c'est ce qu'ils veulent faire. Mmh. Et bien sûr qu'ils aient à la fin la satisfaction du travail d'avoir fait eux, qui est une des principales motivations, il me semble. Et tu parlais aussi des questions de confort pendant le chantier et justement, j'avais cette question, pour toi, quelle est l'attitude ou l'état d'esprit qui fait la différence entre un chantier réussi et un chantier, bah, raté, qui se passe avec pas mal de problèmes? C'est quoi qui fait vraiment la différence, mais dans, la manière d'être, la manière de faire aussi? Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, il y a un terme qui regroupe ça, c'est un petit peu l'adaptabilité, mais qui se décline de 2 façons. La première, c'est pendant le temps de préparation du chantier. Donc tout ce qui va de trouver le bien qu'on va vouloir rénover, au jour où on commence à casser ou à démarrer le chantier, tout ça, c'est de la préparation. Il y a plein d'étapes ultra importantes à bien détailler. Et en fait, quand on fait de la rénovation, ce qu'il faut intégrer, c'est que tout ne va pas se passer comme prévu. On va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut. Il y a d'une part ce que nous on veut ou ce que le client, le particulier veut pour sa maison, ses désirs, ses besoins, dans son milieu de vie. Et puis il y a ce que le bâtiment, ce que le logement de base permet ou a besoin. Parce qu'on a certains types de bâtis qui ne vont pas être adaptés à, faire tel ou tel type de travaux. Et donc ça fait partie du jeu de la rénovation, en fait.
et il faut bien l'intégrer. Alors pour certains, c'est le charme de l'ancien, que là, c'est la partie cool du coup, du truc qu'on a envie de garder. Mais en fait, le fait d'intervenir dans de l'existant, donc quelque chose qui existe déjà, qu'on soit en rénovation, en réhabilitation, ça pose des contraintes qui peuvent être aussi des potentiels. Ça peut être du charme, mais ça peut être des limites. Et du coup, le bon projet, il se situe à l'intersection des deux. Entre ce dont vous avez besoin dans votre milieu de vie, dans votre logement, ce que vous voulez, un peu votre maison de rêve, et ce que la maison que vous choisissez ou l'appartement que vous choisissez de rénover permet et accepte en fait et ce dont il a besoin. Parfois, il y a certaines rénovations qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais qu'il faut faire pour préserver le bâtiment parce qu'il y a un enduit-ciment qui a été fait sur un mur en pisé, j'en sais rien, un truc comme ça, donc il faut vite l'enlever. Et ben voilà, on n'avait pas forcément le besoin immédiat d'avoir une belle façade, mais en fait, il va falloir le faire pour préserver le bâti. Et si ça, on n'est pas prêt à l'accepter, bah, faut faire du neuf. C'est ok aussi, ça a sa complexité aussi, hein, Mmh. notamment d'un point de vue administratif. Mais voilà, pour moi, c'est ça. L'adaptabilité, ça, c'est pour la partie préparation. Et après, cette adaptabilité-là, elle se prolonge pendant le temps du chantier, où on peut faire toutes les belles préparations qu'on veut. Quand on passe soit de la maquette 3D ou du plan 2D, du coup, à la réalité du chantier, avec des vrais matériaux qui ont un poids, qui ont un temps de séchage, qui ont des délais de livraison, et ben, tout ne se passe pas comme prévu. Et il faut s'adapter. Et parfois, on casse un truc et on découvre que c'était pas du tout comme on pensait. Et du coup, on va pas pouvoir faire ce qu'on voulait. Et voilà. Donc ça, il faut accepter en fait l'aléa pour bien le vivre. Parce qu'en fait, un chantier sans aléa, ça n'existe pas. Ce n'est pas un chantier, sinon Malheureusement. c'est une maquette en carton, quoi. Mais, mais voilà, ça fait partie du truc. Et en fait, on peut bien le vivre. On peut bien le vivre, mais si on est préparé à ça. Donc, voilà, il faut pas être à l'euro près sur le budget. C'est pour ça qu'il faut toujours garder une marge de manœuvre parce que, ne serait-ce que pour la sécurité et pour dormir tranquille, en fait. Elle est importante cette marge-là et être agile sur la prise de décision, c'est important. Parfois arriver assez rapidement à oublier un truc qu'on avait en tête. On se dit: «Bah, OK, tant pis, on peut pas faire ça. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est dans notre possible? Comment on fait pour faire au mieux?» Et du coup, rester un peu dans le positif, quoi, tu vois? Mmh. Enfin voilà, moi c'est ce que je recommande et ce que j'ai en tout cas je coach à fond, pour être dans cet état d'esprit-là. Mais je suis totalement d'accord avec toi et justement pour faire le parallèle entre cette partie conception puis le chantier, en fait, il faut savoir aussi que le plan que tu auras dessiné et bah, en fait, parfois tu vas devoir et très souvent, tu vas devoir l'adapter parce que, tu vas faire ta démolition et en fin de compte, tu vas te rendre compte que, je sais pas moi, dans un élément que tu pensais être un coffrage, enfin si t'as pas fait les sondages nécessaires avant, et bien voilà, il y a un élément porteur que tu vas pas pouvoir démolir. Et là, il va pas falloir le prendre comme une contrainte. Il va falloir essayer de tirer profit de cet élément-là pour guider ton projet et faire quelque chose qui te convienne quand même, mais qui voilà, qui soit qui efface cette contrainte le mieux possible, soit qui vraiment joue avec pour faire en sorte que ton projet il soit quand même génial. Et côté état d'esprit, en fait, tu vois, souvent, ça peut te bloquer ce genre de problème-là. Tu peux arriver et te dire, oh là là, catastrophe, il s'est passé ça, et puis pendant 2 semaines, en fait, plus rien va bouger parce que toi, t'arrives pas à te remettre de ça. Et parce qu'au final, ton projet, tu l'avais imaginé autrement. Mais c'est effectivement, comme tu l'as dit, sans cesse des adaptations pour finir ce projet et faire en sorte que ce soit quand même quelque chose qui te ressemble, en fait. Ouais, et ce que tu dis, en fait, ça me fait penser à quelque chose, c'est que je trouve on en arrive au point que il faut avoir une ligne directrice pour le projet qui aide à faire des arbitrages. Et en fait, cette ligne directrice, elle prend différentes formes, qu'on soit au tout début ou au choix des matériaux. En fait, c'est pas voilà, c'est pas tout à fait les mêmes choses qu'on va essayer de clarifier. Mais parfois, je vois des clients qui communiquent pas toujours très bien sur quelles sont leurs priorités et qui vont, un petit peu pour faire comme tout le monde, fixer une limite de budget, fixer une limite de délai, parce que, bah, il faut bien en mettre une et sauf qu'en fait, bah, leur réelle limite, c'est, la l'esthétique, par exemple et donc ils vont être prêts à chambouler tout le budget et tout le planning pour avoir le matériau de finition qu'il leur faut absolument. Eh ben, pourquoi pas? En fait, chacun fait comme il veut. Mais du coup, ça, il faut le comprendre un petit peu et le prioriser dès le début
Et puis du coup, mettre au courant les autres acteurs du projet, histoire que les entreprises soient pas complètement déconcertées quand, on leur dit: «Bah, en fait, on décale, parce qu'on n'a pas le carrelage, on choisit telle ou telle marque de peinture, du coup, vous la mettrez pas au pistolet». Enfin voilà, ce genre de choses, en fait. Parfois, on a des situations un peu cocasses comme ça qui arrivent et je trouve que cette, ligne directrice-là, c'est important de la partager avec toutes les personnes qui vont être impliquées dans le projet. Comme ça, on comprend, en fait, avec qui on s'engage, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les priorités et du coup, comment on fait pour arbitrer. Et voilà sur, bah, si c'est vraiment l'esthétique qui est ultra importante ou, par exemple, la démarche environnementale, on va pas forcément faire les mêmes choix que si l'urgence, c'est d'avoir déménagé au 1er janvier, et de surtout pas dépasser d'1 € le budget, quoi. On va pas du tout arbitrer de la même façon. Et donc ça, c'est hyper important d'être clair là-dessus et bien comprendre qu'on peut pas tout placer en priorité. Il doit y avoir une hiérarchie, pour que, bah, pour qu'on ait, voilà, des leviers sur lesquels, on joue un petit peu pour régler tout ça, quoi. Mais il y a un schéma, alors je sais plus c'est quoi exactement son nom, mais qui montre, voilà, tu as le cercle du budget, le cercle de l'esthétique et le cercle de la qualité. Et en fait, on t'explique que tu peux pas avoir les 3 en même temps, 2 voilà, 2 par 2 ils vont bien ensemble, mais si tu essaies de réunir les 3, c'est impossible en fait. Ouais et puis il y a des équilibres. C'est un diagramme de Venn, ça s'appelle, les trucs en rond comme ça qui se Oui, croisent et oui, t'as le truc où tu rapide, pas cher, si tu croises, bah, c'est moche. voilà, Cher et beau, bah, c'est bien, mais ça va prendre du temps et enfin voilà, c'est tout ça en fait, c'est que tu comprennes que tu peux pas ouais, tu peux être au milieu, c'est très compliqué et ça te demande en fait d'avoir le temps, d'avoir de l'argent surtout et après, bah, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne sur, l'esthétique. Mais c'est rare qu'on ait beaucoup de temps devant nous et beaucoup d'argent en fait, exactement. On aimerait, mais il faut faire des compromis, voilà. bah, ouais. Si on se projette alors dans 15 ans, au niveau de la rénovation, toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse différemment? Je j'aimerais et j'œuvre pour qu'il y ait plus de femmes dans le milieu du bâtiment, et notamment sur les chantiers. Non, mais tu sais que c'est au niveau professionnel, c'est même pas 13% en fait, de femmes, artisanes ou dans le bâtiment et je trouve que ça manque cruellement. Je pense qu'elles doivent être plus nombreuses, plus écoutées, plus respectées, bien entendu. Et aussi, en tant que particulier ou particulière du coup, ou rénovatrice, plus confiante en leur capacité à faire. Parce qu'en fait, il y a pas besoin de testostérone pour coordonner des entreprises, quoi. Il y a une question de posture, il y a une question de milieu et de système qui est ultra sexiste et ça, j'aimerais beaucoup que ça change, parce que voilà, globalement, beaucoup de personnes considèrent que c'est à monsieur qu'il faut envoyer le devis, que c'est à monsieur qu'il faut parler technique, alors que non, enfin pas forcément. Il y a beaucoup de femmes qui sont très compétentes ou en tout cas qui ont le potentiel de l'être, si on leur enlève un bon paquet de croyances limitantes, tu vois? Donc voilà, c'est pour moi c'est ça qui est, enfin qui peut être en tout cas déterminant et je trouve que, le milieu du chantier, de la rénovation, de la construction gagnerait tellement à être plus féminisé. C'est clair. Mais et même, je trouve que cette problématique, on la retrouve aussi quand on est archi, en fait. Savoir se positionner face aux ouvriers, qui sont souvent des hommes, quand on débute sur le chantier, c'est quand même tout un truc. Enfin, il faut se mettre en condition, alors que je pense que potentiellement les hommes ont moins ce problème-là et on les écoute mieux, en fait. C'est vraiment dommage, alors que bah, on a la même formation, en fait, hein. Ouais, complètement, complètement. Il y a vraiment non, puis même, enfin, moi, tu vois, j'ai mon conjoint, il est architecte aussi, on sort tous les 2 de la même école. Quand on dit ce qu'on fait comme métier, moi, on me demande toujours: «Ah, tu es archi d'inté?» Bon, alors dans les faits, dans la pratique que j'ai aujourd'hui, je suis assez proche de l'architecture d'intérieur, en effet, mais en fait, non. Enfin, j'ai un diplôme d'archi. Mon mec, on lui pose jamais la question, quoi. Parce qu'il y a toujours ce truc de: «Ah, c'est les mecs qui vont faire du gros œuvre et du béton et les nanas, elles vont faire le second œuvre et la déco», tu vois? Bon, on est un peu fatigué. Sachant qu'il y a un paquet de mecs qui travaillent très mal, quoi, tu vois? Et qui sont sur 2 par contre, hein. Déjà ça, et puis je crois que dans les écoles d'archi, enfin en tout cas dans mon école d'archi, il y avait plus de femmes. Et mais genre à peut-être 70% pratiquement, tu vois, de femmes. Moi, c'était le ratio de ma promo, ouais. Quand je suis rentrée en première année, c'était 70 de filles. C'était la première fois qu'il y avait autant de nanas et je crois que les promos d'après, c'était, à peu près pareil ou mais plus de 50 de femmes, ouais. Après par contre, il y a, enfin ça, je sais pas si on te l'avait dit, mais il y a énormément de personnes qui sortent d'écoles d'archi et qui sont pas architectes Oui, et par contre, au niveau des gérants
d'entreprises, de sociétés d'architecture, les femmes, elles sont mais absentes complet, quoi. C'est une écrasante majorité des hommes. Et là, on touche à un truc avec, des plafonds de verre, des enfin, tu vois, il y a c'est Mmh. pas que le domaine, du bâtiment ou de l'architecture, qui est touché, c'est systémique et c'est un peu partout pareil et je crois que de toute façon, les statistiques sont à peu près semblables entre les femmes que tu vas trouver, je sais pas, en école de commerce et celles qui gèrent après, qui lancent des startups, tu vois? Des trucs comme ça. Je suis sûre que si on cherchait les stats, on serait pas surprises mais voilà, il y a pour moi, en tout cas, il y a j'œuvre dans mon domaine parce que du coup, c'est dans la rénovation et dans, voilà, le fait d'accéder en tout cas à un logement, qui convient à tout le monde, que moi je décide de travailler. Mais en fait, la cause elle est bien plus grande, tu vois? Je trouve que les femmes, elles doivent gagner en confiance, à, passer des étapes, à aller dans des zones d'inconfort, à apprendre des choses, à s'imposer quand il faut. Je suis totalement d'accord. Donc pour conclure cette partie, quelle est la phrase que tu pourrais te faire tatouer, qui est en fait, en quelque sorte, le message que tu veux, partager avec le monde entier? Alors tu vois? Il y a il y a une phrase que j'ai fait qui a synthétisé un petit peu mes réflexions de l'été, qui était, «Venez les meufs, on prend enfin la place qu'on mérite sur nos chantiers» et voilà, qui a pas mal fait réagir mon audience, en tout cas sur les réseaux et je trouve que en tout cas pour l'instant, à cet instant-là où on parle, c'est vraiment ça, pour conclure aussi sur ce qu'on vient de se dire. C'est: «Venez les meufs, on y va quoi. On peut, on mérite, on a notre place». C'est vrai que ça parle à la fois, aux architectes, je trouve, mais aussi, aux particuliers. Ouais, c'est une phrase qui peut parler à beaucoup de monde. Merci d'avoir écouté cette discussion avec Mallory. J'espère que tu y as trouvé de la force et surtout un vrai sentiment de légitimité pour prendre ta place dans ton projet. Si tu veux soutenir ce podcast, abonne-toi, laisse un commentaire et une note. Ça m'aide énormément. Et j'ai juste une dernière question pour toi avant de finir cet épisode. Quelle est la croyance dont tu veux te débarrasser pour avancer le plus sereinement dans ton projet? N'hésite pas à me répondre juste en dessous dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Et si tu veux retrouver Mallory sur les réseaux, n'hésite pas à chercher sur Instagram @mallory.marteau.pinceau. À très vite!